cette table qui va concerner la question des plateformes et à travers elles, en fait, leur regard sur le collaboratif et d'une certaine manière comment ces plateformes, qui pour certaines d'entre elles œuvrent dans ce qu'on appelle de façon assez grossière parfois à l'économie collaborative, participent à la mise en circularité de leur secteur. Donc on a 4 intervenants, tous plus éminemment les uns que les autres. Je leur laisserai un peu de temps pour se présenter ensuite, mais il y a David Rouxel, donc le cofondateur et CEO de Mon Petit Voisinage, que peut-être certains d'entre vous connaissez, Nicolas Perrin, qui est le président de Brace Phoenix, qui est donc à la gauche, Pierre Rupin à la droite, qui est donc cofondateur de la Cité Prospère, et Jérémy David, qui est développeur de l'Accordéon en Bretagne, qui est une plateforme pour le coup physique et bien réelle. Et donc moi je suis Raphaël Suir, et je suis professeur d'économie et de management d'innovation à l'Université de Nantes depuis le 1er septembre, et jusqu'au 31 décembre j'étais à l'Université de Rennes 1. Voilà. Je vais commencer dans l'ordre, si vous voulez bien. Pierre, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui est Prosper, d'où ça vient et à quoi ça sert? Prosper, en fait, c'est parti d'un constat. Moi, j'étais logisticien dans l'industrie. J'ai remarqué que chaque année, au moment de l'inventaire, en fait, les entreprises regardaient quel stock en amont de la production, donc ça peut être de la tôle, du bois, de la matière première, elles pouvaient déprécier, donc mettre à zéro le prix et jeter à la poubelle. Ce que je trouvais un peu dommage. Donc en partant de ce constat-là, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose de mieux, surtout avec Internet qui ouvre des opportunités de mettre en relation les gens. Donc on a créé une plateforme qui permet de mettre en relation ces industriels pour leur permettre de valoriser leur stock dormant avec des acheteurs industriels professionnels qui ont l'habitude de s'approvisionner auprès de distributeurs, mais à prix fort. Et donc là, on peut leur permettre de dégager la marge supplémentaire pour ces acheteurs. Ok, pour une introduction, c'est très bien. David, Mon Petit Voisinage, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, Mon Petit Voisinage, c'est avant tout une histoire qui a commencé il y a 2 ans. On est 15 personnes maintenant basées à Saint-Malo, donc on est une petite start-up toujours en amorçage. L'idée de Mon Petit Voisinage, c'est de regrouper dans une seule plateforme numérique, on développe bien un outil, tous les services qui touchent au partage au quotidien. Mais j'entends par partage la mutualisation d'objets, l'achat groupé à plusieurs à l'échelle d'un quartier, le covoiturage domicile-travail, le partage de compétences, tout ce qui touche au partage. Puisque nous, on estime que l'acte de partage aujourd'hui est encore trop fragmenté, trop complexe. Donc notre ambition dans Mon Petit Voisinage, c'est vraiment de développer un outil simple au quotidien qui agrège tous ces usages et qui les rende vraiment pratico-pratiques, utilisables au quotidien, tout simplement. Ok, merci. Jérémy, l'Accordé, ça parle de quoi alors? L'Accordé, c'est une communauté aujourd'hui de plus de 800 personnes, des entrepreneurs, des indépendants, des salariés qui sont en télétravail et des chercheurs d'emploi qui se retrouvent dans des espaces de travail partagés ou espaces de coworking en anglais pour d'une part retrouver un cadre de travail et monter leur productivité et également échanger dans leurs projets respectifs, continuer à se former, retrouver du lien social, professionnel. Il y a aussi des prestations et des entreprises qui sont créées au sein de nos espaces. On a aujourd'hui 12 espaces sur 2 régions. La première région, c'est le Rhône-Alpes. Le projet aujourd'hui a 5 ans, l'accordé à 5 ans, avec 6 espaces à Lyon, 2 autres à Annecy, une connexion à Paris-Gare de Lyon, et un premier développement en Bretagne avec un espace rennais qui a ouvert ses portes en février, près de la place des Lys, et un espace à Nantes qui va bientôt ouvrir en novembre. Très bien, merci. Et enfin, Nicolas, Brace Phoenix, alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, Brace Phoenix, à quoi ça sert? Ça sert, on espère, à lutter contre le gaspillage. En tout cas, c'est la mission qu'on s'est fixée au sein donc, de notre entreprise sociale qui existe aujourd'hui depuis 2 ans et demi. On est une quarantaine aujourd'hui, un petit peu sur toute la France. Et on génère actuellement environ 150 tonnes de produits alimentaires revalorisés à destination d'un réseau de partenaires associatifs chaque mois. Donc l'idée, en fait, c'est de décloisonner l'économie classique et le secteur des associations pour réussir à générer, à faire en sorte que les ressources des uns correspondent aux besoins des autres et qu'on puisse ainsi sauver des produits de la poubelle, ce qui n'est pas toujours évident, mais ça fonctionne pas trop mal aujourd'hui.
Merci pour ce premier tour d'horizon. Alors, depuis ce matin, en fait, il y a une question moi, qui me taraudait, là, personnellement. C'est qu'on a beaucoup associé, en fait, circularité et collaboratif. Et parfois, on a un peu mélangé les deux termes. Et j'aimerais avoir votre regard du haut du secteur dans lequel vous évoluez, pour savoir quel type de distinction vous faites, ou peut-être il n'y en a pas, entre collaboratif et circularité. J'ai le sentiment qu'on peut être circulaire, peut-être sans être collaboratif, qu'on peut être collaboratif, peut-être sans être circulaire, puis que parfois, pour le coup, c'est les deux, en fait. Est-ce qu'on peut avoir un peu de clarté autour de ces termes-là, pour vous? Oui, je suis désolé. Pierre, c'est circulaire ou c'est collaboratif, en fait, Prosper? Nous, on est circulaire, après ça dépend en fait. Au sens de quoi? Ça veut dire que vous participez à la mise en relation dans un secteur, vous bouchez un trou qui n'existait pas ou... Ouais, c'est ça tout à fait. On crée un marché de la matière du produit de seconde main industriel qui n'existait pas aujourd'hui. Après, on peut être collaboratif. Quand on a un échange entre un industriel et un autre qui ne se connaissent pas, mais que cet échange avec une fois, moi j'appelle, c'est du circulaire, il n'y a aucune collaboration, c'est vraiment dans on appelle le one shot, c'est une fois. Par contre, des fois on est en train de créer, on essaye aussi de créer des échanges un peu plus réguliers entre deux industriels, et là ça va être un peu plus collaboratif où on va être sur du récurrent, on va avoir des livraisons mensuelles, donc il va y avoir des échanges qui vont être un peu plus en profondeur avec de la discussion tout simplement, je pense. Tu peux détailler un peu comment ça se passe en fait, cette mise en relation? C'est toi qui vas chercher les stocks, c'est les gens qui ont des stocks qui te sollicitent? C'est les vendeurs qui viennent chez nous, on les aide, on les accompagne à mettre en ligne et à surtout fixer un prix de vente sur ces produits. Alors soit il y a... Tu parles de stock, on peut avoir un exemple? On parle de quoi exactement? On va parler de vis, de tôle, de bois, tout ce qui est amené à être transformé dans l'industrie ou à être monté, ou, voilà, à être assemblé. Soit c'est l'acheteur qui vient via le référencement naturel d'Internet, soit on crée des liens avec nos acheteurs, on demande leurs besoins récurrents, et là on va les avertir qu'on va avoir un vendeur qui va mettre en ligne en fait un produit qui peut les intéresser, quoi. Donc on est sur du matching de stock. D'accord. Pour mon petit voisinage, on serait plutôt circulaire ou collaboratif? Faut-il encore qu'on définisse aussi collaboratif? Ah, on oui. sait que la définition du collaboratif est très mouvante en ce moment. Non, nous, on a une définition du collaboratif, mais et par voie d'extension aussi la circularité, plutôt l'aspect mutualisation. Déjà, faisons en sorte que les gens mutualisent leurs usages, et notamment leur matériel. C'est vrai que là, on a un focus aujourd'hui très matériel, finalement, peut-être moins sur les usages. Mais le matériel aujourd'hui, c'est complètement absurde d'acheter 36 tondeuses pour 36 pavillons qui sont côte à côte. Donc nous, on va s'atteler à rendre ces échanges, cette mutualisation d'objets le plus fréquent possible. Un autre aspect, c'est aussi tout ce qui est recyclage. Aujourd'hui, on avait tendance à jeter plutôt qu'à donner ou prêter ou réparer, c'est quand même un fait. Et moi, le premier, il y a encore 2 ans, j'ai acheté ma machine à laver alors qu'il y avait certainement qu'un truc à dépanner dedans. Mais mon petit voisinage, j'ai aussi conçu pour ça. C'est plutôt que de jeter ma machine à laver, pourquoi pas déjà demander un coup de main pour la réparer à ses voisins, et pourquoi pas la donner. Moi, je donne du matériel tous les mois sur mon petit voisinage. Donc finalement, on participe à recycler ces objets, puisqu'on va lui donner finalement plusieurs vies. Et nous, on constate aussi autre chose sur cet aspect, c'est que le premier ami finalement du collaboratif, c'est le produit chinois bas coût. C'est-à-dire pourquoi partager ou pourquoi acheter à plusieurs un matériel qui vaut 10 €, mais qui sera cassé l'année prochaine, mais que je vais racheter, c'est pas bien grave. À partir du moment où on a justement cette approche responsable citoyenne qui est d'acheter du matériel de qualité, qui va durer dans la vie, et bien à ce moment-là, on a beaucoup plus d'intérêt à mutualiser son achat et à prêter ou à emprunter plutôt que d'acheter. Bon, donc tout ça c'est lié finalement. Et pratiquement comment ça fonctionne? Les gens vont sur la plateforme, émettent un vœu ou trouvent des choses qui leur plairaient, ils s'organisent dans leurs déplacements? Alors les deux, alors on n'est pas nous très friands des listes de Noël, hein. L'idée c'est aussi que ce soit du donnant-donnant.
C'est-à-dire que généralement sur mon petit voisinage, on essaie de faire ouvrir les yeux aux gens en leur disant mais arrêtez-vous 2 minutes, regardez ce que vous avez autour de chez vous, est-ce que vous n'avez pas de matériel à mutualiser, à donner, allez dans votre garage, vous stockez certainement plein de choses, partagez-les. Alors ça peut être du don, de la location, sous le collaboratif souvent on y cache quand même de la location, mais en tout cas on essaie de leur faire ouvrir les yeux, c'est regardez tout le potentiel que vous avez autour de vous, c'est juste phénoménal. Et on a aussi le véhicule, la voiture, l'un des combats que nous on mène auprès de nos partenaires aussi. Aujourd'hui on a plus de 30 collectivités qui travaillent avec nous, c'est faire en sorte que les gens ne conduisent pas tout seuls pour aller au bureau, c'est de remplir les voitures. Donc c'est aussi ça l'usage et la mutualisation du véhicule. Vous voulez digérer Blablacar ? Oh, surtout pas, Blablacar et Frédéric que je connais bien à son créneau qui est le covoiturage longue distance occasionnel et c'est génial et on a pu faire émerger une belle pépite en France. Mais ce n'est que 20% du potentiel de covoiturage. Le 80% du potentiel de covoiturage aujourd'hui, c'est principalement le petit trajet de proximité et le domicile-travail. Et c'est plutôt l'axe, nous, que l'on a sur la mobilité. Mais on a plein d'autres axes. Okay. Merci. Jérémy, alors, l'accordé, c'est circulaire, c'est collaboratif, c'est les deux à la fois ? Naturellement, je répondrais plutôt collaboratif. Alors, s'il fallait définir les termes du sujet, je reprendrais la définition que je te donnais tout à l'heure. Le collaboratif, c'est une relation de pair à pair, une relation d'égal à égal, donc l'horizontalité dans la relation. Il y a de la communauté, en fait. Il y a la communauté, voilà, on parle de personnes, alors que rien ne garantit qu'une relation de pair à pair, entre plusieurs personnes, soit circulaire. Donc on ne parle pas forcément de la même chose. Donc l'accordé plutôt collaboratif, oui, on est aussi dans la mutualisation, tout simplement la mutualisation de l'espace de travail pour commencer, plutôt que de prendre son bureau soi-même tout seul et de louer une salle de réunion, d'occuper une salle de réunion 30% de son temps, des bureaux plus grands que son équipe, plutôt que de travailler chez soi. Mutualisation des compétences, beaucoup d'échanges à ce niveau-là, mutualisation des réseaux. Voilà. Au-delà de l'aspect collaboratif qu'on favorise nous au quotidien dans nos espaces et même aussi en virtuel, puisqu'on a une plateforme en ligne qui connecte tous nos 800 membres entre nos différents sites, qui peut aussi échanger via cette plateforme. Il me semble que l'aspect circulaire, on le retrouve aussi dans, finalement, il faut convaincre quelqu'un de s'engager dans une démarche de circularité, soit sur le recyclage, soit sur les thématiques par exemple de l'alimentation, consommation locale. Et d'une certaine façon, ce n'est pas les campagnes de communication du gouvernement ou de tel ou tel organisme qui sont les plus efficaces. Et je dirais que, de par les différentes personnes que nous on accueille au quotidien, ça va de tous les âges, tous les métiers, tous les parcours, toutes les origines, c'est vraiment le lieu où on peut aborder ces sujets-là, donc en favorisant des instants collaboratifs dans la journée, où des militants vont parler à des personnes qui viennent d'horizons différents, où on va échanger sereinement sur qu'est-ce que je peux faire moi maintenant que je travaille de manière collaborative pour insérer plus de collaboratif dans le reste de ma vie, et notamment ces fameuses questions de circularité, donc commencer à dire comment toi tu tries des déchets, toi tu fais ça, mais attends, dans ma ville moi c'est comme ça, je comprends pas comment ça se passe pour le tri des déchets à Rennes par rapport à moi qui viens de Lyon. Voilà, on commence concrètement à s'intéresser avec des métiers. Parfois, à l'accordé à Rennes, on a quelqu'un qui vient du milieu de la rénovation thermique des bâtiments. Et justement, est-ce qu'on peut avoir une idée de qui sont les coworkers de l'accordé ? C'est quoi le profil en fait ? On accueille tout le monde. Donc ça peut être l'indépendant qui crée des sites web pour d'autres personnes, en passant par une entrepreneuse qui crée une agence de tourisme pour les touristes anglais et allemands pour les séjours sportifs en Bretagne, en passant par un salarié d'une boîte qui est basée à Nantes qui crée des crèches d'entreprise pour d'autres entreprises. On a un chauffeur de taxi, on a un DJ, on a vraiment tous les métiers, entrepreneurs, indépendants, salariés. Et la mayonnaise prend. Et la mayonnaise prend, tout à fait. D'accord, merci. Et alors chez Brest Phoenix, on est circulaire ou on est collaboratif ? C'est difficile. Ou on est un peu tout ça en même temps ? On est un outil au service du collaboratif quand même, dans la mesure où on est un intermédiaire entre des grandes surfaces ou des entreprises de la distribution avec un secteur associatif. Donc en ce sens, on réalise en quelque sorte de la médiation culturelle pour que ces acteurs qui ont des cultures assurément très différentes finalement trouvent des intérêts convergents, puissent travailler ensemble et du coup génèrent une économie circulaire et collaborative qui en l'occurrence profite à des bénéficiaires finaux, donc les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et donc là aussi concrètement... La différence c'est que nous on est en B2C et que la difficulté qu'on rencontre
c'est que pour faire collaborer véritablement deux entreprises, il faut dépasser des barrières de méfiance finalement, il faut dépasser des barrières où chaque entreprise va d'abord chercher en quelque sorte son intérêt propre, son rendement final, là où évidemment l'objectif d'une association peut être différent. Donc finalement, c'est plus facile de faire collaborer une entreprise avec des associations que deux entreprises ensemble parfois. Et je pense qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui à développer des espaces finalement permettant à des entreprises d'avancer sereinement en baissant tranquillement la garde et donc de créer des projets communs. Il y a un exemple intéressant à Rennes qui est le pôle de coopération territoriale économique qui vient d'être créé, qui va permettre de cofinancer ou de prêter à des entreprises qui se réuniraient pour proposer des projets communs. Donc finalement, un salarié, par exemple, pourrait être pris en charge qui travaillerait à cheval sur deux entreprises pour développer un projet. Ça peut être des bonnes idées, je pense. Et juste pour qu'on ait une idée plus précise, comment ça marche précisément? Les grandes surfaces, d'un côté, ont des stocks ou des invendus, ils font appel à vous, vous allez les chercher. C'est vous qui faites le mariage entre les associations? Alors, en fait, une grande surface génère des invendus tous les jours. Elle génère, voilà, selon sa taille, entre 30 et 500-600 kilos d'invendus par jour, qui partent très souvent à la poubelle. Sauf quand elle a réussi à interpeller une ou deux associations locales qui viennent chercher des produits. Mais ces associations, elles vont distribuer des produits à leurs bénéficiaires une journée par semaine, pas tous les jours. Donc ce qu'on apporte à ces magasins, c'est finalement une continuité de service, une optimisation de leur système de collecte, où on fait passer tous les jours des associations qui redistribuent le jour même leurs produits, ce qui permet de travailler sur des dates courtes. Et donc finalement, d'éviter aux produits de partir à la poubelle, de leur permettre d'être récupérés par des associations qui les redistribuent à leurs bénéficiaires le jour même. En fait, on mutualise un réseau, parfois on fait les collectes nous-mêmes, en général ce sont les associations qui se déplacent, et c'est gagnant-gagnant parce que l'entreprise réduit ses frais de déchets et bénéficie aussi d'un mécénat sur le don, donc développe des économies. L'association récupère beaucoup plus de produits qu'elle n'en avait auparavant, et du coup on prend une commission dessus et on crée des emplois. Ce qui est intéressant avec vos quatre exemples, c'est qu'on voit un peu qu'une plateforme, c'est comme un marieur en fait, qui va mettre en relation des gens qui étaient là sur le territoire et qui ont probablement une valeur latente à échanger, mais qui n'osent pas franchir le pas. Et ça veut dire que, d'une certaine manière, vous êtes aussi un peu des tiers de confiance. Vous l'avez évoqué à 2-3 endroits. Comment on fait pour développer la confiance entre les deux parties? Est-ce que c'est qu'une histoire de valeur? J'imagine qu'à l'accordéon, on doit arriver comme ça. Est-ce que c'est aussi une histoire de réglementation qui peut nous aider en disant, bah voilà, si vous revendez vos stocks, peut-être que ça permettra de bénéficier d'un crédit d'impôt ou je sais pas, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on pourrait avoir votre point de vue là-dessus? Le rapport entre valeur et réglementation dans le développement de cette confiance ou de la relation entre les différentes parties prenantes? C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui en fait on travaille tous les jours dessus, c'est comment on arrive à assurer à l'acheteur que le produit du vendeur va lui correspondre en termes de qualité, de délai, la question que se pose l'acheteur à chaque fois c'est sur un produit industriel, mais pourquoi il en a plus besoin quoi? Est-ce que la pièce de métal, il y a un défaut? Donc tout l'enjeu c'est de donner confiance à l'acheteur, c'est de donner confiance à l'acheteur pour qu'il s'approvisionne auprès du vendeur. La réglementation, pour nous, c'est pas c'est un plus. Aujourd'hui, il y a le fameux KYC, Know Your Customer, qui permet. Ça, c'est la réglementation financière, puisque derrière, nous, on assure les transactions financières. Ça permet de sécuriser, d'avoir ce petit plus vis-à-vis de l'acheteur aussi. Mais je pense que tout le boulot nous revient à nous, et c'est à nous d'éduquer les vendeurs pour qu'on ait toutes les informations, que le produit corresponde aux attentes de l'acheteur. Donc là, concrètement, on prend son bâton de pèlerin et on va voir précisément les vendeurs et les acheteurs?
on va voir surtout les vendeurs, on leur demande des photos, on leur demande des certificats matières, on leur demande Après c'est lié aux normes, donc c'est partie de la réglementation, mais de chaque industriel, chaque typologie de produit. Et chez Mon Petit Voisinage, la dimension valeur, en fait, elle est présente dans le discours que l'on peut avoir sur l'acculturation ou sur la promotion de la plateforme. Oui, c'est un morceau du puzzle important dans la confiance que tu mentionnais tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que cette confiance-là, on s'en aperçoit tous les jours, elle ne se décrète pas, elle va se créer au fil du temps et ça prend beaucoup de temps. On en débat très souvent avec les startups. Finalement, cette confiance qu'on va créer au fil des mois, au fil des années, c'est ce qui est de plus valorisant. Et donc, on rejoint les valeurs. Aujourd'hui, les valeurs, c'est un contrat moral, nous, qu'on prend et qu'on affiche clairement. Nos valeurs, c'est la transparence, c'est la non-revente des données personnelles, c'est l'éducation, la pédagogie, c'est l'assurance qu'on est en conformité vis-à-vis de la législation que tu mentionnais tout à l'heure. Donc c'est un ensemble de choses, puisque la vie est compliquée aujourd'hui, l'économie est compliquée aujourd'hui, qui font que on a un contrat, pas uniquement des conditions générales, mais vraiment un contrat moral. Et ce contrat moral, c'est dans nos valeurs, c'est clairement indiqué, c'est une charte aussi qu'on a créée, qu'on affiche de manière très, très transparente. Donc, je ne sais pas si ça répond. Non, si, très bien. J'espère en tout cas. L'accorder, j'imagine que c'est important. Oui, c'est ce qui fait que la communauté existe et qu'on n'est pas, par exemple, un centre d'affaires comme il en existe par ailleurs. Donc les valeurs de partage, de solidarité, d'entraide, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait au quotidien. Est-ce que ça veut dire, attends, juste pour que je comprenne bien, que les gens qui viennent a priori à l'accorder sont déjà porteurs de ces valeurs-là, et ça veut dire s'auto-sélectionnent eux-mêmes, ou est-ce que vous, en fait, quand ils viennent là, peu importe qui ils sont, vous essayez de les sensibiliser à leur circularité, ou au partage, ou à des valeurs de tri, je sais pas. Alors moi je suis un optimiste, donc je pense que tout le monde a ses valeurs au fond de lui quelque part, donc il s'agit de les révéler. Après évidemment il y a des profils pour lesquels c'est plus ou moins évident, des parcours de vie, des questions de génération aussi parfois qui se posent. Et donc là la question du tiers de confiance se pose. Et nous on a un animateur par espace ou une animatrice, le couteau suisse comme on l'appelle en interne, un dans chaque espace, qui est lui le responsable entre guillemets de la diffusion et de l'incarnation de ces valeurs. C'est-à-dire que c'est la personne qui va animer les différents moments de la journée, qui va animer les événements, qui va avoir pour tâche de connaître aussi chacun des membres de l'accordé, les mettre en relation si besoin. Et c'est important, je veux insister sur le fait qu'il faut vraiment que ces personnes soient exemplaires en tant que tiers de confiance. Donc nous, tous les salariés, tous les animateurs de l'accordé travaillent au milieu des autres personnes au quotidien. Et ça, c'est ultra important à souligner. Donc on est soi-même membre de la communauté, en fait, qu'on cherche à construire ou à... Enfin, et Nicolas, la réglementation, c'est quelque chose qui impacte votre capacité à mettre en relation ou à développer la confiance entre acheteurs, vendeurs, associations, grandes surfaces. Oui, alors bien sûr, qui pourrait d'ailleurs impacter plus. Enfin, nous, vu qu'on serait largement pour une taxe carbone, par exemple, ce qui n'est pas forcément bonne presse, surtout en Bretagne. Mais il est clair qu'à un moment, il faudra bien payer les déchets à leur coût réel, non pas seulement pour l'entreprise, mais au coût réel pour l'environnement et pour la société. Et finalement, c'est quand cette réglementation sera en place que peut-être on développera encore plus de projets d'économie circulaire et de revalorisation matière, ou même en amont d'éco-conception pour limiter ces déchets-là. Donc la réglementation et finalement, à travers elle, les aspects financiers sont assurément essentiels et importants. Et bien que j'essaye moi aussi d'être optimiste, je ne suis pas sûr que des changements en profondeur dans le monde de l'entreprise soient véritablement possibles sans réglementation incitative ou punitive. Et juste pour avoir une idée, là, aujourd'hui, il y a combien d'associations qui s'approvisionnent grâce à Brace Phoenix, en fait ? Là, aujourd'hui, sur la France, on est à 350-400 associations qui travaillent. Effectivement, on n'a pas parlé de la géographie, mais Brace Phoenix s'est déployé sur l'ensemble de la France. Voilà, alors Brace Phoenix... Il y a Brace dans Brace Phoenix. Et puis il y a Phoenix aujourd'hui, oui, sur quasiment toute la France, 400 associations et près de 300 magasins, clients, donateurs réguliers ou occasionnels. L'accordé, c'est combien de personnes à Rennes et sur l'ensemble du réseau ?
C'est 800 personnes sur l'ensemble des membres de l'accordé, animés par une équipe, on doit être 18 maintenant au total. À Rennes, on est 2 personnes, l'animatrice de l'accordé à Rennes et moi qui suis maintenant sur une mission de développement, notamment pour l'ouverture de Nantes. Et on est 25 membres à Rennes. Et petit voisinage, aujourd'hui c'est que à Saint-Malo ou c'est en train de se déployer sur l'Ouest, le Grand Ouest, il y a un projet France? Donc on a commencé à Dinan et Saint-Malo il y a 1 an et demi déjà, quasiment 2 ans. Là aujourd'hui c'est à peu près 150 000 utilisateurs, on espère en avoir 250 000 d'ici décembre. C'est 30 collectivités, 10 startups qu'on a intégrées dans la plateforme, parce qu'on est aussi une plateforme de plateformes. Et on espère intégrer une 30aine de plateformes d'ici décembre, notamment. Quelle est l'idée là derrière d'intégrer d'autres plateformes? L'idée, c'est toujours d'essayer de simplifier l'acte de partage, on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, David, habitant à Dinan, je veux par exemple financer des projets participatifs autour de chez moi. Aujourd'hui, je suis obligé de sauter sur plusieurs plateformes de crowdfunding, dont Gweneg, dont Kengo. Mais bien d'autres, et donc j'ai tout intérêt, et c'est ce qu'on va essayer de développer, en tout cas d'ici décembre, à mettre tous ces projets en avant de manière très simple en un clic. J'habite à Dinan, et bien autour de moi j'ai tous ces projets participatifs de la vie locale, mais on a déjà adopté cette approche-là pour l'autopartage, c'est qu'en un clic aujourd'hui, dans mon quartier, je peux voir tous les véhicules en prêt ou en location autour de chez moi, et ça vient de Coolycar, de Drivey, de Wecar, de D-Ways. Avec qui vous avez des partenariats et qui acceptent donc de vous donner de l'information. Voilà, et puis on va le faire aussi pour le fooding, c'est faire les petits plats pour les voisins, ça c'est prévu aussi pour décembre. On va accentuer le développement autour de la mobilité, du prêt d'objets, donc on a plein de choses assez sympas. Et on a 3500 ambassadeurs aussi, ça je reviens sur ce que tu mentionnais tout à l'heure sur les garants des valeurs. Et on essaie justement de développer un programme d'ambassadeurs, on en a 3500 sur les 150 000, qui sont un peu plus garants de nos valeurs. On les briefe, on les accompagne, on leur explique de manière un peu plus détaillée. Ils ont même un kit ambassadeur multi-voisinage pour promouvoir ces valeurs autour d'eux. Donc voilà un peu le programme aussi qu'on va amplifier. Pierre, ça concerne combien de personnes autour de la plateforme? Donc du côté vendeur, du côté acheteur, ou en termes de volume, tout à l'heure on parlait. Aujourd'hui on a une 40aine de vendeurs industriels. Qui sont majoritairement basés dans l'Ouest ou... Non, toute la France. Et une centaine d'acheteurs industriels, pareil, d'acheteurs professionnels sur toute la France. Avec évidemment une volonté de croître et développer la plateforme. Tout à fait. Puisque l'économie circulaire, sur l'industrie, on peut très bien avoir un stock qui ne va intéresser qu'un industriel qu'à l'autre bout de la France. Donc à un moment, on est obligé aussi d'être le plus global possible pour trouver le consommateur du produit qu'on a sur la plateforme. Vous avez tous un peu une présence nationale. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a des phénomènes un peu territoriaux ou des cultures régionales qui favorisent ou qui sont des freins ou des accélérateurs? Alors soit effectivement à la capacité à marier, ou alors sur l'acceptation de votre discours, ou qui disent ah oui spontanément, évidemment c'est une belle idée, ou d'autres qui sont plus réticents. Est-ce que vous observez ça, ou au contraire on sent vraiment une vague de fond là qui balaye tous les territoires, les régions, les villes, quelles qu'elles soient? Je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus. Oui, rapidement, mais les deux sont vrais en fait. À la fois, il y a des spécificités régionales, et c'est vrai que, par exemple, en tout cas, on le voit au développement de Phoenix en Bretagne, ça prend vraiment très très bien parce qu'il y a une culture du partage, une culture de la solidarité qui est, je pense, plus forte. Aussi, une conscience du territoire et des enjeux qui est partagée ailleurs aussi, mais qui, je pense, est plus forte en Bretagne et qui explique en partie que c'est plus facile d'installer des projets collaboratifs ici. Après, on a quand même une génération de l'écologie, de la dématérialisation qui aussi prend le pouvoir doucement. Et là, je pense que c'est une tendance lourde et durable, j'espère. L'accordé, ça se développe partout de la même manière, où on voit des endroits qui sont plus difficiles ou au contraire là, des endroits qui facilitent?
Je veux juste revenir, on n'est pas national, on est plutôt birégional. Ouais, pardon. Je préfère le préciser comme ça, parce que ça n'a pas l'ambition d'être partout à la fois. Oui, les territoires sont différents. Nous, on s'est implanté en Rhône-Alpes et maintenant en Bretagne parce qu'on jugeait que c'était des régions équilibrées, à l'inverse de l'Île-de-France par exemple, avec un réseau de villes, de grandes villes et de villes moyennes et des territoires ruraux qui bougent encore. En Bretagne, je pense que c'est particulièrement vrai. On travaille beaucoup avec les collectivités dans les territoires ruraux, soit pour expérimenter sur des cordées rurales, on en a 2 à ce jour en Rhône-Alpes, soit pour des projets, des collectivités que nous on va accompagner, non pas en tant que cordée, mais plutôt en tant que conseil. Et clairement, il y a un dynamisme breton qui est assez extraordinaire sur la question du rural. Bon. Mon petit voisinage, ça marche partout pareil? Non, comme mes collègues, je dirais qu'il y a des spécificités, évidemment. Bretonne aussi, également ou... Bretonne, oui, mais bon, toutes les régions sont uniques. D'où la difficulté pour des sociétés comme nous de développer des produits, des services ou des process qui peuvent être exploités à l'échelle nationale néanmoins. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que nous, on a développé une plateforme qui s'adapte pour un petit village breton. Et on a aujourd'hui des villages qui adoptent mon petit voisinage à l'échelle du village pour développer tel ou tel service. Et c'est là où, effectivement, tous les services ne sont pas exploités, utilisés et partagés de manière uniforme sur tout le territoire. Mais la plateforme permet aussi de créer des réseaux d'échanges à l'échelle d'une résidence parisienne. Dans le 19e arrondissement, par exemple, on en a une très active, mais on en a des centaines d'autres. Et c'est à l'échelle de la résidence où l'entraide, le partage va se concrétiser, se catalyser de manière très différente de la Bretagne. Mais voilà. Donc cette faculté à développer des outils capables de s'adapter au territoire, qui est très, très divers en France, c'est important pour nous aujourd'hui. Pierre, c'est quelque chose que tu vois aussi, toi, la dimension culturelle, ou pas du tout, en fait? Si on parle d'industriel, donc dans le fond, un stock est un stock. Déjà, culturellement, ils ne vont pas aller vers ça. Après, non, on ne voit pas tellement de différence. Historiquement, on est plus présent en Bretagne parce que c'est facile de se déplacer et puis d'aller voir les industriels. Mais on ne ressent pas plus de freins, que ce soit dans l'Est, dans le Sud de la France. Après, chaque région aussi a sa particularité, on va dire, industrielle. En Bretagne, on va être beaucoup plus agroalimentaire. En Rhône-Alpes, on va être plasturgie, métallurgie. C'est plus des mentalités, nous, de métier. Un plasturgiste ne va pas réagir forcément pareil qu'un métallurgiste, qu'un gars du bois. C'est plutôt dans ce sens-là, c'est par secteur. D'accord. Donc tous là, vous êtes ce qu'on appelle un peu souvent des nouveaux entrants dans des marchés ou dans des économies. Et quand on est un nouvel entrant, soit la place elle est vide, et donc c'est assez simple, on vient combler un trou, soit il y a déjà des gens, et puis on est obligé de faire un peu bouger les lignes, quoi. Ça veut dire qu'il y a forcément dans votre environnement économique des gens qui vous regardent avec un peu de méfiance, de défiance. Est-ce que c'est l'environnement concurrentiel, c'est quelque chose qui vous impacte en fait? Comment vous gérez ça? Parce que sinon on a le sentiment de quelque chose de très simple finalement. Tout le monde a envie de ça, tout le monde a besoin de ça, et puis ça va vite, ça va... Comment l'environnement, vous le percevez? Comment il s'impose à vous? Nous, c'est vrai que ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé le projet, mais on prend une place qui n'existait pas d'intermédiaire entre des grandes surfaces et des associations, mais qui était déjà réalisée. On n'a rien inventé. Il y avait déjà des dons de grandes surfaces et il y avait déjà des associations d'aide alimentaire avant nous. Vous rendez ça plus efficace, c'est ça? Moins coûteux pour les autres. On multiplie par 10 les volumes de produits donnés sur un magasin, tout en lui permettant de diminuer sa casse, de mieux gérer ses commandes. Donc, on rend ça plus efficace, mais en fait, on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on imaginait, à devoir convaincre la grande distribution, qui n'est pas un univers simple, en tout cas connu pour sa tendresse, et bien finalement, ils nous accueillaient peut-être plus facilement que le secteur associatif, qui pourtant est bénéficiaire de l'opération, mais a eu beaucoup de mal à accepter de travailler avec une entreprise. Quand bien même nous avons un statut d'entreprise sociale, quand bien même il n'y a pas de dividendes, quand bien même les salaires vont de 1 à 2 sur l'échelle de salaire, et qu'on ne se considère absolument pas comme une entreprise capitalistique, il n'empêche qu'on est entreprise.
et que je pense qu'il y a des préjugés assez forts en France entre le secteur associatif, des préjugés du côté des entreprises vis-à-vis des associations, des collectivités également. Il faut vraiment réussir à dépasser tout ça pour travailler ensemble, parce qu'aujourd'hui on en a clairement besoin, qu'il y a des acteurs opérationnels un peu partout, à tous les étages et sur tous les secteurs, et donc c'est important. Donc effectivement, on a réussi petit à petit à montrer nos valeurs au secteur associatif. On retrouve le rôle de tiers de confiance finalement, c'est ce que tu dis là. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je ne veux pas avoir l'association, mais je veux bien quelqu'un qui me présente une association, quoi. Je caricature un peu. Oui, c'est un petit peu ça, ouais, c'est vrai. Et d'un autre côté, quelqu'un qui peut parler aussi avec les associations et qui peut faire entendre les intérêts peut-être de la grande distribution à ces associations aussi en retour. Et donc c'est un enjeu pour nous. Après, est-ce que l'environnement il est aussi institutionnel? Je veux dire, est-ce qu'on trouve facilement à se faire financer? Est-ce qu'on trouve facilement des alliés en fait quand on veut partir dans cette aventure? En France, oui. En France, on a quand même beaucoup de chance à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour appuyer le développement des initiatives, des entreprises. Il y a beaucoup de fonds qui sont prêts à amorcer les entreprises. Il faut se lancer. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup d'aides, et beaucoup de soutien, et beaucoup de conseils, il y a beaucoup de structures qui permettent d'avancer. Oui, il ne faut pas être frileux. Okay, parfois trop, je dirais. Mais, Jérémy, l'accordé, ça fait bouger des lignes. L'espace, le monde du coworking, on le sent très foisonnant. Hein, rien qu'à Rennes, tu appartiens à un réseau des espaces de coworking. On sent que là, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de mètres carrés. Est-ce qu'il y a autant de coworkers que de mètres carrés? Ou est-ce qu'on vient remplir un vide qui existait? Ou est-ce qu'on fait bouger des choses qui existaient déjà? Moi, le mot coworking, je l'aime pas trop. Parce que coworking, on est sur l'espace, on est sur le lieu. Et effectivement, si on commence à compter les mètres carrés, le marché du mètre carré, il est énorme. Il y a plein de questions. La question est provocante. Bien sûr. Voilà, sur la question du mètre carré, on ne sera jamais gros et on n'a pas l'intention de l'être. Ce qui est intéressant derrière, c'est la question de la communauté. Qu'est-ce qu'on fait derrière dans le lieu? Donc ça ouvre de nouvelles portes, effectivement, en termes de nouveaux entrants. Donc nous, on aime beaucoup travailler en coopération, et c'est aussi ça, incarner les valeurs, c'est être capable d'incarner soi-même la relation de travail qu'on peut avoir avec des confrères. On préfère les appeler confrères que concurrents. Alors, que ce soit des espaces qui accueillent des communautés ou des communautés sans espace, on travaille aujourd'hui avec beaucoup de ces structures-là. Alors, à Rennes, on a effectivement participe à l'émergence d'un collectif du coworking rennais. Il y a un site qui va bientôt arriver. On essaie de faire des actions communes pour aussi promouvoir le coworking à l'échelle de Rennes Métropole. C'est plus à ce stade-là une démarche collective de promotion de cette nouvelle façon de travailler qui est importante, plutôt que de se tirer dans les pattes dans un secteur qui reste encore très confidentiel. Aujourd'hui, vous parlez encore de ces façons-là de parler à un inconnu dans la rue, il vous dira qu'il ne sait pas ce que c'est, vos parents ne savent pas ce que c'est, dans les écoles on en parle à peine. Donc il y a encore beaucoup de travail de pédagogie, d'évangélisation à faire. Et est-ce qu'on a besoin de financement pour développer un projet comme celui-ci? Est-ce que c'est des choses qu'on trouve facilement? Est-ce qu'on peut convaincre un investisseur de rentrer dans cette aventure? Est-ce qu'on a besoin d'un investisseur ou d'un financier, peu importe qui il soit en fait? L'accordé, c'est un projet privé à la base, c'est une entreprise immatriculée à Lyon. Donc les deux cofondateurs ont mis de l'argent, on fait le cycle classique d'une entreprise, on a emprunté de l'argent aux banques, auprès des divers prêts d'honneur, initiatives, actives, pour ceux qui connaissent. On a fait une levée de fonds l'année dernière avec un investisseur qui est un petit peu particulier, qui s'appelle la Caisse des dépôts, donc sur un projet plutôt orienté intérêt général de leur côté, notamment tout ce qu'on faisait sur le rural les intéressait. On a aussi des projets pour toucher les personnes en insertion. Donc c'est à ce titre-là qu'ils nous accompagnent, mais on n'a pas du tout l'ambition d'aller vers des fonds d'investissement ou des financiers plus classiques. Et pour répondre de manière plus générale, maintenant que nous aussi on conseille des créateurs d'espaces ou de communautés de ce type-là, soit des collectivités, des entreprises ou des porteurs de projets, oui, c'est possible de le faire. Il y a des modèles économiques qui ne sont pas d'ailleurs uniques, qui existent. Par contre, il faut être sérieux. Il y a un investissement qui est pas négligeable et c'est pas quelque chose qui va faire x10 en rentabilité en 3 ans. Alors, David, quand moi j'avais un canapé usagé chez moi, en fait, j'avais l'habitude d'appeler Emmaüs, où il y avait un système d'échange local dans ma rue. Donc en fait, j'ai le sentiment que les bons plans en hyper local, ça existait avant. Mon petit voisinage, ça arrive et ça bouleverse un peu tout, ça rationalise un peu des choses qui existaient.
Enfin, comment vous regardez les acteurs qui faisaient déjà de la récupération quelque part ou qui organisaient ces échanges? Oui, en effet, c'est pas nouveau, et heureusement. Écoutez, la nature a horreur du vide, les entrepreneurs aussi. Donc si nous, on a développé une plateforme, c'est qu'il y avait effectivement un espace. Cet espace, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure, l'idée de développer une plateforme numérique focalisée sur les usages qu'on a mentionnés. On est un outil pour tous les acteurs que vous mentionnez. Je prends souvent le cas des CEL, Système d'échange local. Qui aujourd'hui encore travaillent souvent en fichier Excel au mieux et au pire feuille papier. Donc ils sont en attente de nouveaux outils, de plus de simplicité, de plus de modernité, de plus de mobilité. Donc nous on va essayer de simplifier et d'accélérer tout ça. Après, on voit bien que le monde aujourd'hui évolue très très vite, notamment le monde numérique, mais le monde des usages aussi. Qui parlait d'autopartage et de covoiturage il y a 5 ans? Personne. Donc nous, on est plutôt agile, on essaie vous mentionnez la concurrence tout à l'heure, on essaie d'être vigilant, mais on est sur un créneau assez intéressant, et on est qu'au début de l'histoire en plus. Qui ose croire que de toute façon la société d'hyperconsommation et de super-individualisme actuel perdure? Personne. Donc il reste tout à faire, et on est qu'au début. Et comment ça se développe alors, mon petit voisinage? Ça cherche des financements, ça s'autofinance, ça prend de l'argent à gauche, à droite, en particulier chez les gens qui viennent vous donner des canapés. Enfin, comment ça marche? Oui. Bon, avec les valeurs qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est difficile effectivement d'avoir quelque chose de très je dirais, pécunier, en tout cas ce qui nous concerne. Donc on essaie de trouver un modèle vertueux, on essaie d'éviter le modèle publicitaire, qui est le modèle le plus courant sur Internet aujourd'hui. Oui, mais néanmoins, c'est celui qui peut assurer, mais il faut une communauté, quoi. Voilà, Qui accepte après on commence à en avoir une, mais bon, nous on va essayer en tout cas d'éviter ce modèle publicitaire-là. Donc en termes de modèle économique, on essaie de trouver quelque chose de plutôt plus sympa, on va dire. Donc c'est les partenaires qui nous alimentent aujourd'hui, c'est aussi des partenaires financiers. On a la Maïf qui est entrée à notre capital fin d'année dernière, avec une levée de fonds de quasiment 2 millions d'euros. Ça aide, mais c'est pas suffisant. Donc l'idée c'est bien de trouver un modèle économique. Et on commence nous à le percevoir justement dans ce rôle d'agrégateur, avec un système d'affiliation qui est correct. D'accord, merci. Pierre, tu fais bouger des lignes dans ton secteur industriel très B2B, où tu as le sentiment vraiment que tu participes à la circularité, au sens où tu viens combler quelque chose qui n'existait pas. Comment on faisait avant avec les déchets, en fait? Ça partait à la poubelle, en fait. Il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle, donc on vient combler un vide. Après, on intervient plus, on est là, je pense, au bon moment aussi. Il y a un changement de culture dans les entreprises. Les acheteurs dans les entreprises, ça y est, tout le monde est passé par le Bon Coin, a déjà fait, à échanger avec quelqu'un, à acheter sur le Bon Coin. Maintenant, et à accorder coworking et a appris des choses. Ouais, tout à fait, exactement. Et du coup, cette mentalité, ça y est, ça arrive dans les entreprises. Donc aussi, il y a une question de timing, et les acheteurs sont prêts à aller aussi dans cette direction. Je crois que c'est culturel. Hein. Et la culture. Et tu vois de la concurrence, tu vois des gens qui arrivent. Il y a on n'a pas encore trouvé de concurrents. On en a vu sur des niches qui émergent. On ne croit pas trop à la niche, nous, aujourd'hui, puisqu'on pense qu'un industriel qui fait du plastique aujourd'hui, il va aller de plus en plus vers la métallurgie. Il y a beaucoup de notions de transfert de compétences, ou de nouvelle génération de produits ou de matériaux qui arrivent, qui fait que les métiers sont de plus en plus brouillés. Et du coup, on pense qu'il faut agir à la fois sur tous les métiers en même temps, et une niche, c'est pas crédible à long terme, je pense. Et Prosper, donc, pour se développer, c'est pareil, cherche des partenaires financiers, a besoin de capitaux Ouais. On a fait une levée de fonds avec We Do Good qui se finit en juin. C'est plutôt We Do Good, très bien donc passé. plateforme de crowdfunding. Oui. Renault-Nantaise ou Nanto-Rennes, je sais pas. Les deux. C'est ça. Et là, on commence à aller chercher aussi des investisseurs, on va dire, plus institutionnels pour nous aider à déployer. On est sur l'industrialisation aussi de process.
pour être le plus efficace et optimiser au mieux les matières. Donc, Juste avant de peut-être ouvrir un temps pour des questions, j'ai le sentiment, on a beaucoup parlé de valeur, que quand on est entrepreneur dans ce champ un peu flou quand même de l'économie collaborative, mais néanmoins on voit bien sur quoi ça ressort, ou l'économie circulaire, il faut être habité par une forme de vision. Est-ce que les uns et les autres, vous avez une vision de vouloir, je sais pas, changer quelque chose en profondeur, œuvrer pour l'amélioration je sais pas, est-ce que vous êtes habité par cette forme d'énergie interne? Ah, je sais. On a un peu d'énergie, hein, j'espère. Un petit peu quand même. De vision, je sais pas, mais de conviction, certainement. Oui, il y a un peu de ça quand même. On parle d'associatif, on parle de... vous voyez, je sens dans vos discours qu'il y a un peu de ça quand même. Certainement une envie de participer à un changement, mais aussi parce que quelque part on n'a pas tellement le choix que d'inventer de nouveaux modèles. Il y a des urgences un peu planétaires qui se font jour et on a des enfants, nous aussi, donc si on veut leur laisser un monde un petit peu plus supportable, il faut faire quelque chose. Vous vous sentez appartenir à une forme d'économie alternative naissante? Ou pas du tout? C'est plutôt l'économie de demain, en fait. Enfin... Ouais, non, je pose une question. Jérémy, il y a des valeurs vraiment que tu portes et que tu as envie de transmettre ou... Pas seulement moi, mais toute l'équipe de l'Accordé. Je pense que ce qui nous anime, c'est la mission de sortir les gens de l'isolement. Généralement, c'est le travail chez soi. Les sortir de l'isolement, les refaire faire du lien social, tout simplement, et puis connecter à la fois les gens entre eux, avec l'écosystème local, avec le quartier, mettre en relation aussi un entrepreneur qui a besoin de conseils avec les réseaux d'accompagnement classiques, parce qu'on n'a pas vocation à faire l'intégralité du travail. Donc c'est vraiment ce rôle de catalyseur à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, à l'échelle du territoire, qui nous anime, et on pense qu'il y a encore beaucoup de marge pour toucher de nouveaux publics, peut-être des populations pauvres qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se payer aussi ces nouvelles formes de travail, des populations plus éloignées, en milieu périurbain, en milieu rural, qui aujourd'hui sont peu concernées, voire pas concernées par ces modes de travail. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, et on pourrait aussi parler du télétravail dans les grandes entreprises et dans l'administration, où là on peut revitaliser, presque, je ne vais pas dire en claquant des doigts, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de territoires en France. David, la vision de mon petit voisinage, c'est la généralisation. Mais comment pourrait-il en être autrement aussi? C'est-à-dire que quand on voit que la fracture sociale n'a jamais été aussi grande aujourd'hui, quand on voit le gâchis actuel, on va essayer de développer quelque chose qui est vraiment utile. Et même des fois, on peut se dire que cette mission, c'est presque de la révolte, quoi. C'est-à-dire que moi qui ai 2 enfants, je me sens beaucoup plus responsable de lui. Je me dis, bon, il est temps de changer les choses et en tout cas de contribuer à un monde meilleur de demain, parce que c'est maintenant ou jamais. Les discussions et les tables rondes de ce matin étaient très pertinentes et très clairvoyantes à cet égard. On consomme déjà plus de 1,8 fois les ressources de la planète. Enfin, jusqu'à quand? Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça en impacte l'économie, ça en impactera de plus en plus l'économie, puisque l'économie actuelle et ce qu'on achète aujourd'hui, tu me mentionnais tout à l'heure, Nicolas, on n'a même pas le coût environnemental dans ce qu'on achète aujourd'hui. Donc imaginez ce qui va se passer quand ça va être le cas. Donc on n'est qu'au début d'un grand phénomène, ou peut-être de retour à la réalité, vous pouvez l'appeler. Mais ce qui est sûr, c'est que l'économie qu'on travaille actuellement, c'est l'économie tout court. Elle est en train de le devenir. Les économistes ont un terme très barbare pour ce que tu viens d'évoquer, qui consiste à dire internaliser des externalités qu'on crée, en fait. C'est compliqué. Pierre, il y a une vision chez Prosper? On veut changer les choses en profondeur ou... Oui, déjà essayer de réduire le gaspillage, effectivement, alors, dans l'industrie. C'est un constat, et puis aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre sur le nombre de ces produits neufs qui sont jetés. Nous, on a commencé à faire des études de marché, on sait qu'en France, il y a environ 5 milliards d'euros qui dorment dans les stocks, donc à minima, c'est un chiffre qui est énorme. Alors, en plus, on a une conviction, c'est que l'industrie, elle a un avenir en France, et que nous, on peut participer à ce qui reste en France en leur donnant des moyens supplémentaires, soit en trésorerie pour les vendeurs, soit en gagnant de la marge, effectivement, pour les acheteurs. Et on participe justement à cette nouvelle façon de faire de l'économie et de gagner de l'argent en essayant que tout le monde soit dans un sens gagnant-gagnant. Ok, merci à vous 4. Est-ce que vous auriez pour eux des questions, des commentaires, des regards?